Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mes auteurs invités de cette semaine, Pierre-Marc Tremblay et Marc-André Rivard. Et là, bien sûr, j'aimerais ça qu'on continue de parler des ouvrages et comment la maison d'édition est entrée justement après l'écriture de l'ouvrage. Est-ce que ça a été dur à trouver, la maison d'édition, Bayard Canada? En fait, c'est la première à qui on a envoyé notre ouvrage. On a envoyé le manuscrit Bayard, puis ils nous sont revenus assez rapidement pour nous dire que c'était le genre d'ouvrage qui les intéressait, qu'ils voulaient publier, qui rentrait dans leur valeur, dans leur corde. En réalité, on a fait un envoi, une rencontre, et c'était tout. Ah oui? Alors, c'était plutôt facile. Ouais. Et évidemment, tout le processus de correction, d'évolution du premier est un peu plus compliqué que le deuxième. Le deuxième, je pense que Marc-André, comme Marc-André est un gars de marketing, il a le souci d'efficacité, surtout. Alors, je pense que le deuxième, il n'y a eu presque pas d'intervention de l'éditeur. Ah non? Alors, parce que Marc-André avait tout de suite adapté sa façon de faire. On a appris avec les commentaires, ils nous ont donné un bon feedback, le premier, puis les réviseurs, tout ça. Donc, j'ai pu cerner un peu, j'ai pu comprendre le format livre. Effectivement, c'était le premier que j'écrivais, donc j'ai pu le comprendre. Puis le deuxième, là, effectivement, je savais plus dans ce que je faisais. Je savais plus ce que j'avais à faire, alors que le premier, j'ai eu plus d'accompagnement. Et vous diriez que ça s'adresse à qui, vos deux ouvrages, Attraction puis Élévation? Aux gens qui travaillent dans le domaine des affaires ou monsieur, madame, tout le monde? Absolument pas aux gens qui dans le domaine des affaires. On le voit, là, on le voit aussi par les gens qui lisent le livre. Ça s'adresse à n'importe qui est en activité, donc n'importe qui a un emploi puis qui a le goût de faire une différence pour lui-même et autour de lui. Peut-être que ça s'adresse un peu moins à un travailleur autonome, puis là, je dis peut-être. Quand même, moi, je travaille autonome, puis j'ai vu plein de trucs à ajouter, puis à modifier dans ma vie. Fait que... C'est sûr que c'est vraiment un livre sur l'évolution personnelle qui réduit la souffrance dans notre vie en général. Pour moi, c'est très important d'être partie prenante de l'amélioration de la vie dans son ensemble. Alors, les deux livres, ça permet ça à la personne qui lit, je crois, c'est d'évoluer, mais aussi de réduire la souffrance autour de lui par notre façon de vivre, notre façon d'être, puis notre façon de communiquer. Puis je pense que comme tout le monde peut se reconnaître dans Natalia ou Maxime, ben je pense que c'est tout le monde. Puis je dirais que c'est le beau cadeau que j'ai reçu à la première lecture. J'ai lu le livre, puis j'étais ému, puis j'ai tout de suite vu que ça n'a rien à voir avec les gens d'affaires, ça n'a rien à voir avec les gens d'affaires. Ce qui se passe dans le livre, n'importe qui peut s'identifier. On parle d'exemples, dans certains cas, dans les affaires, mais comme on répète plusieurs fois aussi, on a une seule vie, on n'a pas deux vies, une à la maison, une au travail. On est la même personne qui se déploie dans différents endroits. Donc, a un impact sur l'autre, c'est interrelié. Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Non. Puis moi, j'en voyais vraiment des entreprises où j'ai travaillé où la vie personnelle était complètement mise de côté, mais à un moment donné, ça a des impacts quand même au travail. Oui, puis il y a des entreprises qui fonctionnaient comme ça, que Pierre-Marc a coaché, que j'ai accompagné aussi par la suite, et qui fonctionnaient comme ça et qui vivaient des grandes souffrances. Tout le monde était malheureux dans l'entreprise, pas d'appartenance. Quand les gens avaient des problèmes, ils n'en parlaient pas, ils partageaient pas au bureau. Des gens qui vivaient des gros problèmes rentraient pas au travail parce qu'ils préféraient noyer leur peine tout seul que d'aller partager avec les collègues. Tout ça, cette façon de faire-là, pour nous, est désuète là, depuis longtemps. Là. Ça prend de l'ouverture, ça prend du partage. Chez Pacini, à tous les vendredis matins, il y a une réunion de direction de 15, 20, 25 personnes où tout le monde partage ses émotions de la semaine, personnelles ou professionnelles. C'est pas une revue des projets avec les détails, avec les dates. C'est voici où j'en suis dans ma vie aujourd'hui et je partage avec vous. Alors, ça crée là, un esprit d'équipe. Ça crée l'abcès immédiatement. Tout à fait. Puis beaucoup de confiance. Les gens n'ont pas peur de s'ouvrir. Les gens n'ont pas peur de se parler. Ils se sentent épaulés. Ils travaillent en équipe beaucoup plus facilement. Tout ça. Puis quand ils arrivent à la maison, bien, ils transportent ça aussi. Donc. Ça n'a absolument aucun sens de penser qu'on est un être humain à la maison, connecté sur le monde. Et là, tout d'un coup, tu rentres à l'emploi. Il faut que tu te déconnectes pour être connecté à... Voici ce que tu as à faire. C'est impossible. Ça tient pas la route.
On espère que, justement, cette lecture-là permette aux gens justement de s'adapter mieux, puis de pousser les entreprises aussi à reconnaître les êtres humains comme des êtres humains complets. La vie privée n'est pas disparue quand on a traversé la ligne du bureau. Ça, c'est très clair. Puis plus on l'accepte, plus la performance grandit. Sinon, c'est vraiment plate. Là, les gens ils ont du fun rendus à la maison parce que là, ils chattent avec quelqu'un de l'Afrique du Nord, puis ils arrivent au bureau, puis là, surtout, t'as pas le droit de téléphoner, t'as pas de contact, t'as pas le droit d'Internet, t'es cédulé, il faut que tu punches avant, punch après. C'est impossible, là. C'est pas comme ça. Même quand ça va pas bien, on donne un exemple dans le livre, quelqu'un qui a des problèmes à la maison avec son enfant, qui en parle à son patron le matin et son patron est à l'écoute, on risque de créer une boucle positive. Là. Cette personne-là se sent écoutée avec un problème qui le touche beaucoup. Le soir, rendu à la maison, il est probablement mieux disposé à écouter lui-même ce que ses enfants vont lui dire, le problème de la famille. Donc, on essaie de créer un cercle vertueux. Tout ça, puis c'est possible. Et c'est là qu'on voit qu'un employé heureux est vraiment plus performant qu'un employé qui n'est pas heureux au travail. C'est tellement clair. Puis quand t'es patron, imagine-toi qu'il y a plein de gens qui attendent après toi. C'est le patron, il ne s'occupe pas de son bonheur. On a des graves problèmes dans les entreprises. Alors, puis c'est possible de le faire. C'est possible d'être à l'écoute des gens. C'est possible de... C'est incroyable comment partager la souffrance de quelqu'un d'autre, ça peut nous rendre heureux. Et en partageant, ça enlève aussi un peu un poids sur nos épaules parce qu'on n'est pas tout seul à tenir ça sur nos épaules. Hein. Absolument, absolument. Puis ça fait une grande différence. Puis on en fait la promotion. Puis sans être... nous, on écrit des livres, puis on écrit parce qu'on a besoin d'apprendre aussi, puis on évolue. Souvent, on a l'impression de vivre les livres qu'on écrit au fur et à mesure. Puis c'est ça qu'on pense qui va arriver. Puis c'est ça qui voudrait les dernières personnes qui nous ont écrit des commentaires, puis tout ça. C'est un peu ça le message qu'on recevait. Il y avait l'impression de l'utiliser tout de suite dans leur vie privée, dans leur vie de travail. Alors, c'est sûr que c'est dans la plus grande simplicité. Ça nous ressemble aussi, autant moi que Marc-André. On n'a pas le goût d'être l'élite. L'idée, c'est pas pour l'élite, c'est vraiment pour tout le monde. Et ce que je retenais aussi, c'est d'apprendre à déléguer quand on est un dirigeant. Parce que des fois, on veut tout contrôler, on a l'impression que c'est nous le meilleur pour le faire, mais on s'épuise et... Il y a des gestionnaires qui ont dit, j'ai lu ça récemment, qui disaient pourquoi engager des gens de talent si on les laisse pas faire? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi engager des gens de talent si on est pour leur dire quoi faire? Ça n'a aucun sens, engage des exécutants, c'est tout. Mais vous imaginez-vous comment il faut être prétentieux pour dire, pour que ça soit bien fait, je vais le faire moi-même. Imaginez-vous la prétention. Quand tu crées cette boucle-là de prétention-là, ça arrête où? Ça arrête à quel moment? Là? Si on est prétentieux toute la journée au travail, comment on va être à la maison avec notre amoureuse? Hein? Pour se bien de... Et là, fait que ce cercle-là de la prétention, de dire je vais le faire moi-même pour être sûr que ce soit bien fait, puis qui suis-je pour décider qu'est-ce qui est bien fait, puis à partir de quel moment c'est bien fait, je pense qu'il y a des questions à se poser. Ça part du principe, d'ailleurs, tu m'avais communiqué dès le début. Chez Pacini, par exemple, tout le monde a le droit à l'erreur. Tu fais confiance aux gens, mais tu as le droit à l'erreur. Là. Personne n'est parfait. Donc, si tu fais confiance et à la première erreur, c'est terminé, c'est comme ne pas faire confiance. Donc, c'est les deux concepts qui vont ensemble. Là. Et on le voit bien avec Natalia parce qu'elle fait des erreurs, puis après, elle corrige ses erreurs aussi. Oui. Ça, c'est important aussi d'exprimer aux gens qu'on a fait une erreur, qu'on a fait une erreur, admettre nos torts. Oui. Absolument. Puis, mais ça va plus loin que ça parce que quand tu as fait une erreur, là, il y a une raison pour laquelle tu as fait cette erreur-là. Il y a un jugement, il y a quelque chose que tu as appris qui a provoqué une erreur. Alors, ça a de l'histoire. C'est pas juste une erreur, une situation, une colère qui tout d'un coup a emmené une situation dramatique. Non. Qu'est-ce qui provoque que tu accumules de la colère? Puis la colère, ça veut dire quoi? Puis c'est ce bout-là qu'il faut arriver à pousser, je dirais, les lecteurs à aller un petit peu plus loin, là. Qu'est-ce qui fait que moi, je me permets de faire des colères? Comment ça fait que je suis prétentieux comme ça? J'ai-tu peur? Est-ce que c'est dans mon éducation? C'est quoi les émotions qui sont en dessous de ça? Je pense que c'est ça qu'on cherche pour que chaque personne
qui a lu le livre découvre une façon d'évoluer. Parce que ça se peut bien que quelqu'un fasse 3 fois la même erreur ou 2 fois la même erreur. Pensons juste à les couples, comment des fois, quelqu'un, il prend 2 ou 3 ou 4 conjoints avant d'apprendre à changer de style, mettons. Mais pourquoi tu n'es qu'au travail, là, c'est juste une erreur, puis là, c'est... T'en as le droit à une, mais pas 2. Pour moi, c'est pas si simple que ça. Je pense que on peut regarder une performance globale, évidemment, puis on peut reconnaître sa performance. On va dire, non, j'ai fait une erreur, ma performance globale est bonne. Puis construire là-dessus. Alors, une erreur est un grand moment pour reconnaître qu'est-ce qu'on a fait de bien aussi. Alors, j'ai fait une erreur, mais j'ai fait ça. J'ai fait ça, c'est très bien. J'ai fait ça, c'est très bien. Et là, dire, OK, j'ai tout fait ça de bien, j'ai une erreur. Comment je vais faire pour ne pas la reproduire? C'est juste un petit peu plus loin que juste dire j'ai appris puis je le ferai plus. C'est pas si simple que ça, là. Moi, je crois pas à ça. Et moi, il y a un exercice que j'ai vraiment aimé que Natalia fait avec ses collègues de travail où elle demande, le coach donne aux gens comme travail de demander aux gens qui les entourent de dire des qualités et des défauts. Moi, je trouvais ça intéressant parce que souvent, nous, ce qu'on pense de nous, c'est pas toujours le regard que les gens ont sur nous. C'est rarement ce qu'on dit. C'est quelque chose que Pierre-Marc a créé dans des conférences qu'on a données, quand c'est des conférences plus longues, comme à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et c'est un devoir, on était là par exemple le premier soir, puis c'est un devoir qu'il donnait le premier soir aux entrepreneurs qui étaient là. Et c'est bouleversant à chaque fois. C'est pour ça on l'a utilisé dans le livre aussi. C'est bouleversant à chaque fois. Les gens prennent ce devoir-là à la légère au début. Voyons, je vais appeler ma femme ou mon fils pour me dire ce qu'ils pensent de moi. Puis on leur dit... Vous répondez pas, vous les laissez parler, vous faites pas de oui mais, puis pas de fait, vous écoutez. Au début, vous dites juste des bonnes choses, puis après ça, vous dites, mais il doit bien y avoir des choses moins bonnes, que t'aimes moins, tout ça. Et à chaque fois, les gens ont découvert, il y en a qui ont été bouleversés, il y en a que ça a rapproché de leurs enfants ou de leurs sœurs ou de leurs frères, puis qui ont découvert que dans les yeux des autres, ce qu'on dit, nous, c'est que dans la perception des autres, on a l'image réelle de qui on est. Et c'est exactement ça. On a beau penser quoi que ce soit sur soi-même, si tout le monde nous voit d'une autre façon, c'est ça notre réalité. C'est ça qu'on est. Parce que c'est comme ça que tout le monde nous voit. Moi, je crois que on ne sera jamais un meilleur gestionnaire ou un meilleur animatrice de radio que la façon qu'on est d'être un ami ou une amie. On ne sera jamais un meilleur quoi que ce soit que notre façon de s'occuper de nos enfants. On ne sera jamais meilleur que la façon dont on va faire la vaisselle. Parce que chacun des gestes, ça nous représente. Alors, si chacun des gestes nous représente, on peut définir que d'améliorer nos gestes et prendre soin des gestes nous améliore nous-mêmes. Je vais vous dire que ma femme a pris ça très au sérieux. À chaque fois que j'arrive au bureau, puis que là, je suis un peu fatigué ou que je suis bougonneux un peu, elle me dit « Ah, ça donne bien, il y a beaucoup de vaisselle ce soir, mon amour. » Mais vraiment, c'est comme ça qu'on peut vraiment changer notre vie. On file pas bien, ben c'est peut-être justement le temps à s'assurer que tout soit propre. Puis faire le ménage dans la maison, c'est une très belle façon de commencer à faire le ménage à l'intérieur de nous. Mm-hmm. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'à travers l'image des autres, combien de fois qu'on a entendu oui, mais tout est parfait, sauf que j'aimerais ça que tu te ramasses. Mais là, j'aimerais ça que tu te ramasses, on pourrait dire ça, on pourrait aller plus loin et dire ce qu'elle te dit, dans le fond, c'est pourquoi tu ne me respectes pas? Hein? Quand tu laisses traîner quelque chose dans l'environnement de quelqu'un d'autre, c'est que tu ne le respectes pas. Quand dans ton bureau, là, tu laisserais tes choses traîner sur le bureau du voisin? Absolument pas. Ben non. Mais pourquoi dans la vie privée, tout d'un coup, on le fait? Puis probablement que jusqu'à un certain point, en améliorant ça à la maison, on l'améliore au travail. En l'améliorant au travail, on l'améliore à la maison. Puis on améliore l'ensemble de notre vie. Il y a énormément d'évolutions potentielles à faire la vaisselle mieux, à faire plus attention à comment on présente notre assiette. On fait le repas pour un groupe de personnes, son conjoint, juste même pour soi. Puis on y fait attention. On fait attention au mélange de couleurs, on fait attention à tout ça, à l'équilibre, à l'alimentation et tout. Il y a des grosses chances que le lendemain matin, on fasse attention à ce qu'on porte. Après ça, il y a très grosses chances qu'on porte attention à l'image de notre bureau,
qu'on porte attention aux voisins, aux gens qui nous entourent, à les regarder plus, à voir la divergence, les différences. Et tout ça améliore tellement notre vie. Alors, c'est ça ma croyance. C'est extrêmement engageant de dire à sa fille de 20 ans, « Parle-moi de moi ». Si vous me permettez, il va falloir qu'on s'arrête parce qu'on est en train de complètement défoncer notre temps. On s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de vos coups de cœur littéraires. Merci.